Chers alumni, chers amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle webconférence de Sciences Po Alumni. Alors, en tant que délégué général et au nom de Pascal Perrineau, le président de Sciences Po Alumni, je suis évidemment très heureux de vous accueillir. Alors, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Valérie Magnan, directrice générale de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA. Valérie Magnan, bonsoir. Bonsoir, Virginie Magnan. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous allez nous parler ce soir des personnes âgées et des personnes handicapées en perte d'autonomie. Quelles leçons tirer de la crise et quelles perspectives d'avenir? Mais pour commencer, Valérie Magnan, pourriez-vous nous présenter la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie que vous dirigez? Bonsoir à tous et merci de me donner l'occasion d'intervenir devant vous. Alors, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est un produit un peu hybride et qui est déjà issu d'une crise précédente qui a probablement d'assez nombreux points communs avec la crise que nous vivons aujourd'hui. C'est une caisse qui est issue de la canicule de l'été 2003, dont certains d'entre vous se rappellent peut-être, une canicule exceptionnelle qui a touché l'ensemble de l'Europe. Donc on était déjà sur un phénomène très large, même si moins mondial que celui que nous connaissons aujourd'hui, et puis plus restreint aussi dans sa durée, puisque cet épisode climatique qui est devenue une crise sanitaire, puis on peut le dire aussi une crise sociale et politique. Cet épisode climatique a duré une quinzaine de jours pendant la première quinzaine d'août 2003, a généré une surmortalité d'environ 20 000 personnes en France, qui a frappé en situation de dépendance ou de perte d'autonomie. C'est la première année, l'année 2003, où l'espérance de vie à la naissance a diminué en France depuis les 30 Glorieuses. Donc, on a une espérance de vie qui a continuellement progressé depuis l'après-guerre. Et cette année-là, l'impact de la crise a produit une baisse d'un peu plus d'un mois et demi à la naissance pour les femmes, et de plus de 2 mois pour les personnes âgées de plus de 70 ans. Donc une crise climatique, c'est intéressant de le rappeler dans notre contexte 2020, nous projetions avant cette pandémie sur les risques climatiques qui étaient devant nous. On en a déjà connu un épisode en début du millénaire. Une crise climatique, une crise sanitaire qui a mis en exergue l'importance très grande des personnes âgées, la difficulté de les repérer, puisque les personnes sont souvent mortes de l'isolement avant de mourir des conséquences sanitaires de la chaleur. Et puis derrière, une construction totalement inédite, la mise en place d'un plan canicule, parce qu'on est dans un pays qui aime bien les plans nationaux, la création d'une journée de solidarité pour affecter des ressources importantes à l'accompagnement des personnes âgées, et la création d'une caisse, la CNSA, donc affectataire des produits de cette journée de solidarité, pour améliorer le quotidien des personnes âgées dépendantes, des personnes handicapées. Cette caisse, donc, c'est la CNSA qui a vu le jour à la mi-2004, qui compte aujourd'hui 120 agents, qui est une caisse dont j'ai parfois l'habitude de dire que c'est une caisse Canada Dry. Elle ressemble beaucoup à une caisse de sécurité sociale. Elle a un fonctionnement quasi paritaire avec une représentation des organisations syndicales et patronales à son conseil, mais elle associe aussi beaucoup plus largement l'ensemble du secteur de l'autonomie, des collectivités territoriales, j'y reviendrai. Et c'est une caisse qui fonctionne sans réseau. Elle n'a pas de réseau propre comme le réseau des CAF, des CARSAT dans le champ de la branche famille ou de la branche maladie. On travaille en revanche avec les agences régionales de santé au quotidien, les services autonomie des conseils départementaux et les maisons départementales des personnes handicapées. Donc une structure qui gère un budget de l'ordre de 27 milliards d'euros annuels. Une partie très, très importante, l'essentiel, est consacrée au financement des établissements et des services médico-sociaux qui accompagnent les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap. Et puis, ça représente une vingtaine de milliards d'euros.
Et l'autre grande partie de nos dépenses sont constituées par des concours que nous attribuons au département pour leur permettre de financer des aides individuelles. Dans le champ de l'âge, ça s'appelle l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. Dans le champ du handicap, la PCH, la prestation de compensation du handicap. Et ça permet notamment de solvabiliser de l'aide aux personnes ou bien des aménagements techniques, etc. Donc, une caisse qui s'est installée progressivement dans le paysage, dont la Cour des comptes disait il y a assez peu de temps dans son rapport annuel de 2017 que c'était désormais un acteur bien installé dans le paysage des politiques de l'autonomie et qui travaille tant au national, nous sommes un opérateur du ministère des Solidarités et de la Santé, sous la tutelle notamment donc, de ce ministère, et en articulation donc avec des réseaux à la fois qui relèvent de l'État et des départements pour accompagner les personnes âgées et handicapées au quotidien. Voilà, et puis pour la petite histoire, donc la CSA, le produit de la journée de solidarité, a rapporté entre guillemets presque 35 milliards d'euros depuis sa création. Ce sont des budgets qui ont permis de développer de manière significative l'accompagnement des personnes. On a créé plus de 90 000 places dans des établissements ou des services dans les 15 dernières années. Merci beaucoup Virginie Magnan pour cette présentation. Comment est-ce que la crise que nous connaissons a frappé le secteur en charge de l'accompagnement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, et comment est-ce que cette crise a-t-elle été vécue par la CNSA? Alors, le premier élément qui me semble important de rappeler, c'est probablement très évident aujourd'hui, ça ne l'était pas du tout dans les premières semaines de la crise, c'est que l'épidémie a frappé particulièrement les personnes âgées et les personnes âgées dépendantes. Donc, le gradient de l'âge représente un facteur de fragilité et de vulnérabilité par rapport à cette épidémie qui est majeure. Ce n'était pas forcément évident dans les premières semaines de la crise parce que nous suivions notamment, je pense que nous disposions d'une vision partielle qui était celle des admissions en établissement de santé, à l'hôpital, les admissions en urgence, les admissions en réanimation. Et qu'on a beaucoup parlé des facteurs de comorbidité qui étaient facteurs d'aggravation de situations critiques en lien avec cette épidémie. Et puis, il est apparu de plus en plus que, au-delà des comorbidités, l'âge était un facteur déterminant. C'est mis en évidence par un certain nombre d'études, notamment internationales. Chez nous, je me réfère au dernier bilan de Santé publique France du 7 mai. Sur les 25 561 décès qui ont été enregistrés entre le 1er mars et la mi-mai, près de la moitié concernaient des personnes qui étaient accompagnées dans un établissement médico-social pour personnes âgées ou handicapées, mais ultra majoritairement des EHPAD. Et donc, sur ces 12 820 décès déclarés par ces établissements, à peu près un tiers sont décédés à l'hôpital. Donc, après une admission dans un service hospitalier, 2 tiers sont décédés dans leur structure, qui est aussi, s'agissant d'une personne âgée, très souvent leur domicile de fin de vie. Il faut se rappeler qu'en temps ordinaire, à peu près 150 000 décès par an dans ce pays, sur les 600 000 que nous connaissons annuellement, se produisent dans les EHPAD. Donc, une maladie qui a frappé fortement donc, les personnes âgées dépendantes. 92% des décès enregistrés dans notre pays concernent les plus de 65 ans. Et un secteur qui s'est organisé, d'établissements et de services donc, qui accompagnent ces personnes, qui s'est organisé rapidement pour faire face à la pandémie. Peut-être vous vous souvenez que, bien sûr, vous vous souvenez que les mesures de confinement général ont été édictées à la mi-mars, c'est le 16 mars que le confinement qui concerne l'ensemble d'entre nous que les mesures de confinement ont été rendues obligatoires. Dans les EHPAD, vous vous souvenez peut-être que les visites ont été interdites dès le début mars, dès le 6 mars exactement,
Donc, il y avait une prise de conscience de la vulnérabilité en particulier de ces structures à ce risque pandémique. Le plan bleu, donc celui qui concerne les EHPAD, a été activé en même temps que le plan blanc. Et toute une série de mesures se sont enclenchées, à la fois pour être plus attentif donc aux conditions de circulation dans les structures, pour être en capacité de mobiliser les professionnels, de rappeler ceux en congé, éventuellement de déclencher des astreintes et disposer du maximum de personnel sur le pont, j'allais dire, pour faire face à l'épidémie. La prise en compte ou la réponse à l'épidémie, en revanche, a été relativement différente entre les deux secteurs de l'âge d'un côté et du handicap. Dans le secteur du handicap, et là encore, de manière très voisine de ce qui s'est passé en population générale, les mesures de confinement ont conduit plutôt à ce que les personnes éventuellement accompagnées pour des établissements en service, mais de manière discontinue. Je pense par exemple à un jeune élève qui est accueilli dans un institut médico-éducatif, donc qui fait sa scolarité dans une structure spéciale où il reçoit à la fois des soins, il bénéficie d'un accompagnement médico-social et il poursuit, j'allais dire, sa scolarité suivant les modalités adaptées à son handicap. Ce jeune-là, dans son IME, l'IME a fermé le 16 mars comme l'ensemble des écoles. Et donc, le jeune en situation de handicap, il s'est retrouvé généralement en situation de retour à son domicile, avec la question qui se posait de la poursuite des accompagnements sous une forme différente. Comment mobiliser des soins de l'accompagnement à domicile, comment réorienter les interventions. Donc, pour les publics en situation de handicap et en particulier les publics jeunes, on a plutôt un secteur qui a fait évoluer ses accompagnements et qui a dû s'interroger et mettre en place des modes d'accompagnement nouveaux autour du domicile. Pour le secteur de l'âge et en particulier des EHPAD, l'urgence et l'enjeu étaient tout autres. C'était la question de la protection des personnes dans cet environnement-là, avec l'enjeu donc de la restriction des visites et du maintien du meilleur accompagnement possible dans ces conditions particulières. Les médecins coordonnateurs qui gèrent les EHPAD ont vraiment comparé l'épidémie à une allumette qu'on rapproche d'un baril de poudre quand on le rapproche d'un EHPAD, avec dans quelques situations des EHPAD qui ont pu voir en quelques jours la moitié de leur population touchée par l'épidémie. Donc, des précautions très grandes devaient être prises pour éviter les contaminations. Dans un contexte, il faut le rappeler, là encore, c'est beaucoup plus évident aujourd'hui qu'il y a quelques semaines, avec notamment la mise en place des cartes rouges et vertes de la France, rose et rose foncé pour les personnes qui ne reconnaissent pas le rouge et le vert, qui sont daltoniens. Avec des situations très contrastées, puisque on a vraiment à l'esprit aujourd'hui que les régions les plus touchées ont été les régions de l'Est et du Nord, tout particulièrement donc Grand Est, Hauts-de-France et Île-de-France. Donc la situation épidémique a été particulièrement forte dans ces régions. En Île-de-France, c'est pratiquement tous les EHPAD qui ont été concernés, qui connaissent au moins une personne, un résident affecté. Évidemment, dans d'autres régions, je pense au sud-ouest et au sud-est, la situation était très différente. Et les établissements ont eu la chance d'être beaucoup moins touchés. Donc, une situation qui est une épidémie qui a affecté de manière importante, quoique différencier le secteur, et du coup, donc, des modes de réponse différentes. C'est ça, ce que je voulais souligner. Oui. En termes de gestion et de pilotage de cette crise, justement, on a le sentiment d'avoir affaire à quelque chose de relativement complexe, d'une gouvernance vraisemblablement un peu éclatée. Comment est-ce que ce pilotage de la gestion de crise a pu être mis en place? Alors, je crois qu'on a un public qui nous écoute qui est très diversement familier de notre secteur. Je ne voudrais pas donc être trop longue ni revenir à des considérations trop générales, mais
C'est vrai que le champ qu'on appelle donc médico-social, celui des structures qui accompagnent particulièrement les personnes âgées, les personnes handicapées, c'est un secteur qui se caractérise par une gouvernance complexe dans la mesure où il y a beaucoup de pilotes dans l'avion, tant au national qu'au territorial. On parle de co-responsabilité, quand on veut le qualifier de manière positive. On peut dire aussi que c'est quand même un joyeux bazar. Pour parler en particulier du secteur des EHPAD, donc ces structures médicalisées qui accompagnent les personnes âgées dépendantes, il faut avoir en tête notamment qu'elles sont autorisées pour fonctionner par deux autorités différentes, l'Agence régionale de santé d'un côté, le conseil départemental de l'autre, qu'elles sont financées par ces deux autorités en même temps, l'ARS pour les soins qui sont dispensés dans ces structures, les conseils départementaux au titre de l'accompagnement qui est prodigué aux personnes en raison de leur dépendance, sachant qu'il est parfois un peu difficile de démêler dans les faits ce qui est lié aux soins ou à la dépendance. Et puis, les personnes elles-mêmes sont cofinanceurs de leur accompagnement puisqu'elles financent leur hébergement tout simplement dans ces structures. Donc, on a 3 financeurs, 2 autorités tarifaires. Ça fait beaucoup de monde autour de ces structures et ça fait évidemment beaucoup de monde à coordonner en temps de crise. Donc, dans le champ des personnes handicapées, ça n'est pas beaucoup plus simple puisqu'on a un secteur avec des structures qui sont autorisées et financées dans le champ de l'enfance par les agences régionales de santé, dans le champ des personnes âgées, des personnes handicapées adultes, les compétences sont réparties une nouvelle fois entre agences régionales de santé et conseils départementaux. Donc, on a une gouvernance éclatée qui impose déjà une forte coordination, je dirais, aux acteurs en temps ordinaire et une coordination qui a été mise à l'épreuve de ce temps de crise pour des choses aussi, j'allais dire, triviales et en même temps essentielles que la question de l'approvisionnement, par exemple, des professionnels de ces structures en masques, qui a la responsabilité de s'assurer que les professionnels disposent bien de ces masques, vers qui la structure peut-elle se tourner pour faire valoir ses difficultés. Bien sûr, les agences régionales de santé étaient en première ligne avec cette compétence sanitaire. Pour autant, les départements ont souvent été mobilisés, y compris d'un point de vue très logistique, en mettant à disposition des structures leurs moyens logistiques pour acheminer des masques, des équipements de protection individuelle, etc. Donc, la gestion de crise a mis à l'épreuve cette gouvernance, a imposé souvent de recourir à des organisations spécifiques, par exemple, où les autorités se coordonnaient à pas très rapprochés pour partager les consignes, pour partager les points parfois quotidiens d'appréciation de l'évolution de la situation, puisque vous savez que ce qui a caractérisé cette crise, c'était la très forte évolutivité, à la fois de la situation pandémique, mais aussi de la compréhension collective qu'on pouvait avoir de cette épidémie et des connaissances scientifiques très basiquement autour du virus, de sa propagation, de la manière d'y répondre et de s'en prémunir. Donc, des gouvernances territoriales qui se sont mises en place assez inédites. Dans les Hauts-de-France, il y avait un comité stratégique, préfet de région, ensemble des préfets de département, directeur général de l'ARS, l'ensemble des PCD des départements de la région qui se réunissaient 2 fois par semaine, toute une matinée pour ensuite aligner l'ensemble des réseaux de la région. En Île-de-France, on a une organisation assez voisine qui s'est mise en place et partout sur le territoire, des dialogues qui se sont resserrés très fortement entre les agences régionales de santé, les conseils départementaux pour partager les points de situation, les bilans épidémiques dans les structures, pour les résidents, pour les professionnels et convenir des dispositions à prendre, notamment aussi parce que les conseils départementaux sont chargés de réguler l'offre d'accompagnement à domicile, les services à domicile, et que la continuité, l'articulation entre les établissements et le domicile était indispensable. Je pense par exemple à une sortie d'hospitalisation, une personne âgée, contaminée, qui a besoin d'être hospitalisée, qui va mieux, fort heureusement, qui doit sortir, et à ce moment-là, il faut mettre en place en urgence
un accompagnement à domicile, c'était dans ce type de situation où il fallait que la coordination se fasse particulièrement bien entre les autorités. Donc une gouvernance complexe et puis aussi un point de difficulté associé à ces chaînes de commandement non unifiées, des systèmes d'information qui ne sont pas le fort du secteur médico-social en temps ordinaire et qui voilà, ont constitué aussi un point de faiblesse pendant la crise, en particulier parce que nous ne disposons pas de systèmes de remontée d'informations aussi réactifs que nous pouvons avoir dans le secteur sanitaire et en particulier s'agissant donc des admissions dans les hôpitaux. Et donc, vous vous souvenez que initialement, la communication sur la crise a reposé principalement sur les chiffres des admissions dans les services de réanimation, avec cet enjeu collectif qui consistait à s'assurer que le système de santé n'était pas débordé. Ce n'est qu'à partir du 2 avril, du début avril, donc 15 jours après le début du confinement et plus d'un mois après que l'épidémie ait pris de l'ampleur dans notre pays, on a pu conforter les bulletins épidémiologiques quotidiens d'un suivi des cas suspects dans les structures accompagnant les personnes âgées et handicapées sur la base d'une plateforme qui a été spécifiquement montée par Santé publique France en lien avec les établissements et services. Donc, ça a été des points de difficulté qu'il a fallu surmonter, j'allais dire, pendant la crise, en marchant et en courant même, et qui ont beaucoup mobilisé dans les premières semaines de l'épidémie. Ouais, donc des systèmes qui ont fait preuve de beaucoup de résilience, finalement. De beaucoup de résilience, oui, c'est peut-être un élément de surprise parce que le secteur médico-social fait peut-être davantage la une des journaux, en tout cas généraliste, sur ses difficultés que sur ses forces. Je pense par exemple à un épisode de crise assez aigu dans les EHPAD à l'hiver 2017, un reportage que vous avez peut-être en mémoire de Florence Omnas dans les EHPAD et à des difficultés qui remontaient, voilà, des difficultés d'accompagnement. Donc c'est un secteur qui n'est pas forcément extrêmement bien perçu par le grand public, en tout cas pour ses capacités de rebond, d'agilité ou de résilience. Et pourtant, dans la crise, il a fait la preuve de sa capacité à transformer ses accompagnements. J'en ai parlé s'agissant du secteur du handicap, qui, pour une partie, a dû réorienter ses accompagnements de prise en charge collective dans des murs dédiés à cela, dans des structures avec des équipements, des plateformes conçues pour cet accompagnement et qui a dû pivoter pour accompagner des personnes donc à leur domicile, mais aussi s'agissant de l'âge et des EHPAD, et en particulier dans le contexte donc, de confinement mis en place depuis début mars. Il y a beaucoup d'innovation, d'inventivité dont les professionnels ont fait preuve pour accompagner les personnes, pour permettre le maintien des liens sociaux avec les familles, pour aider et accompagner des personnes âgées, souvent très âgées. La moyenne d'âge en EHPAD, c'est 87 ans. Donc, à se familiariser, pouvoir utiliser des tablettes numériques pour communiquer avec leurs proches. On a aussi vu se mettre en place dans les premières semaines de la crise et dans des temps records des coopérations renforcées avec le secteur sanitaire, des équipes de gériatrie, d'établissements de santé qui sont venus apporter leur soutien aux EHPAD, renforcer les compétences à la fois épidémiologiques en termes de prévention de risques sanitaires, des filières qui se sont mises en place pour faciliter les admissions à l'hôpital sans passer par les urgences. Donc, et puis aussi une capacité à faire appel à l'environnement de proximité pour renforcer les professionnels présents. Dans cette période de crise, les structures ont dû faire face aussi à des professionnels et leurs professionnels qui étaient malheureusement impactés par la crise, qui étaient malades. Il a fallu trouver des solutions de renfort dans l'urgence.
Et là encore, ça a nécessité de mettre en place des solutions innovantes. On a vu émerger des plateformes de renfort armées par les agences régionales de santé, les conseils départementaux pour identifier des professionnels ou volontaires pour venir renforcer les structures pendant cette période. Donc, un secteur qui s'est montré, oui, résilient avec ses autorités pour accompagner les personnes et inventer de nouveaux modes d'accompagnement. Alors justement, merci beaucoup Virginie Magnan. Justement, comment est-ce que ce secteur qui s'est montré résilient et qui a su inventer de nouveaux modes d'opération, comment est-ce qu'il est désormais engagé dans la sortie du confinement, donc dans cette période de déconfinement? Alors, il est, j'allais dire, en plein dedans, comme beaucoup d'entre nous. Et de manière, là encore, un peu différente entre le secteur des personnes âgées handicapées. Je crois que vraiment le secteur qui accompagne les personnes handicapées est vraiment très mobilisé et en première ligne pour, j'allais dire, sortir, accompagner les personnes handicapées dans leur sortie du domicile et permettre de renouer avec des accompagnements. Et des continuités de soins d'ailleurs qui peuvent être très importantes pour les personnes. Je pense notamment aux personnes en situation de handicap psychique, où on a besoin d'une continuité de soins en lien avec le sanitaire qui est essentiel. Donc, il est important que les personnes puissent renouer avec ce soin. Dans le champ de l'enfance, vous avez peut-être noté que les enfants en situation de handicap avaient bien été identifiés aussi comme des élèves prioritaires pour retrouver les chemins de l'école pour ceux qui sont scolarisés en milieu ordinaire. Donc, il y a une attention très grande qui a été portée au fait de permettre aux personnes handicapées, quel que soit leur âge, de retrouver, de regagner des libertés, de sortir de leur domicile et de renouer le plus possible avec une vie ordinaire en tenant compte évidemment de leur éventuelle fragilité, de mode d'organisation qui nécessitent de se concilier avec la protection de la santé des personnes. Donc le secteur du handicap est vraiment très mobilisé. Il a été les semaines précédentes, il est encore à l'heure où je vous parle, sur l'organisation de la sortie du confinement et le fait de pouvoir ou bien réaccompagner, s'agissant des services, les personnes qu'ils accompagnent dans le milieu ordinaire, en lien avec la sortie des personnes de la domicile, ou bien pouvoir les réadmettre dans des établissements comme les écoles peuvent réouvrir leurs portes. S'agissant des EHPAD, bien sûr, la prudence, elle va rester mise pendant un peu plus de temps. J'ai signalé que les personnes âgées en EHPAD, elles étaient les premières à avoir été confinées dès le début mars. Il faut noter que d'une certaine manière, elles sont aussi les premières à avoir connu, sinon un déconfinement, du moins un assouplissement des conditions d'échange avec leurs proches, puisque c'est le 20 avril qu'ont été autorisées à nouveau les visites en EHPAD, en réponse à des demandes très fortes des personnes, des familles, des professionnels, parce que les situations d'isolement ont pu être extrêmement difficiles à vivre pour les personnes âgées. Et j'ai évoqué les outils numériques, mais pour une personne très âgée, ça restait compliqué. Donc les conditions de retour à du lien social, à de la proximité familiale étaient vraiment très importantes. Mais il est clair que pendant de longues semaines et probablement de longs mois encore, les conditions de visite et de participation à la vie sociale des personnes âgées resteront aménagées avec une prudence très grande pour limiter les contacts, être particulièrement attentif aux gestes barrières, etc. Je pense qu'on a vu une réflexion assez soutenue se faire jour autour de questions d'accompagnement et d'éthique dans cette période. Plusieurs cercles s'en sont emparés.
le Comité national consultatif d'éthique a édicté des recommandations particulières pour l'accompagnement de ces publics vulnérables dans ces situations de crise, avec le questionnement du juste équilibre entre la protection de la personne, mais la protection aussi d'une part de sa liberté, de son libre arbitre, le fait qu'elle puisse assumer, y compris en situation d'âge ou de handicap, une forme de prise de risque autonome, et puis concilier aussi la protection de la santé de la personne et les mesures de restriction qui pouvaient lui être imposées avec ce besoin de lien social, je le redis, hein, qui est extrêmement fort, enfin en tout cas au moins aussi fort pour les publics âgés ou en situation de handicap que pour tout un chacun, et donc l'attention très grande aussi que les professionnels qui les accompagnent avaient sur ces sujets. Je voulais aussi, sur cette question du déconfinement, partager avec vous le fait que, bien sûr, dans ces semaines où on commence à esquisser un bilan de la période écoulée et à se projeter dans la suivante, il y a une question qui est très grande aussi pour les professionnels du secteur, c'est quelle sera la perception par le grand public de cette période et de la manière dont le secteur a réagi. Dans les EHPAD notamment, qui ont une image contrastée dans le grand public et dans l'opinion. Est-ce qu'il pourrait être considéré in fine que l'accompagnement a été à la hauteur? Moi, avec les professionnels et les connaisseurs du secteur, j'espère qu'il sera rendu justice aux efforts à l'agilité et aux efforts d'innovation qui ont été faits dans la période. On voit quand même sur les réseaux sociaux des critiques qui se font jour sur la manière dont les personnes âgées ont été accompagnées. Voilà, il y a une question sur laquelle on a du mal collectivement à apporter une appréciation sur la manière dont l'image du secteur sera impactée ou non par la crise et ce qui sera utile aussi pour la suite et pour ces évolutions. Alors justement, la suite, comment est-ce que vous envisagez ce fameux monde d'après, si monde d'après il y a, dont on entend parler depuis plusieurs semaines, et est-ce que ce monde d'après, ou en tout cas ce monde avec le virus, va avoir des liens avec le monde d'avant ou le monde d'hier? Comment est-ce que vous envisagez cela? Alors, vu de ma fenêtre, c'est vrai que le monde de demain, à mon sens, devrait largement retrouver des préoccupations du monde d'hier, ou en tout cas des préconisations formulées dans ce monde d'hier. Tout simplement parce que les enjeux du secteur, en particulier de l'âge, ils sont déterminés dans les années à venir par un facteur essentiel qui est le facteur démographique. Et ce facteur démographique, il reste tout à fait présent et tout à fait devant nous. D'ici à 2030, en 2030, pardon, les plus de 65 ans en France seront plus nombreux que les plus de 20 ans. En 2040, il y aura plus de 10 millions de Français qui auront plus de 75 ans. Donc, le vieillissement de notre société, il est là. C'est nos baby-boomers qui ont vieilli et qui vont se rapprocher d'ici 10 ans, 20 ans, qui vont se rapprocher de situations de grand âge et donc potentiellement de dépendance. Je dis potentiellement parce que cet enjeu démographique qui est là, qui est très présent, il se croise avec... il est à croiser avec la question de la prévention de la perte d'autonomie. Et c'est là où ces enjeux du monde de demain retrouvent des préoccupations, sinon d'hier ou d'il y a quelques mois. Nous avons à mettre, j'allais dire, collectivement un accent beaucoup plus fort dans les années à venir sur la prévention de la perte d'autonomie. Donc, un des premiers axes de l'intervention dans le genre de l'âge, c'est celui de la prévention. C'était posé
par le rapport Libault, c'était posé par la stratégie pour bien vieillir qui avait été dévoilée par Agnès Buzyn un peu de temps d'ailleurs avant son départ du gouvernement, fin janvier. La prévention, ça va être de la perte d'autonomie, ça va être un déterminant très important de nos politiques dans les années à venir. Et puis à côté, dans le champ de cette préoccupation centrale qui va exiger des ressources, la mobilisation de la recherche à cette fin et l'organisation d'un financement et d'une diffusion des éléments de cette recherche donc, au plus grand nombre. À côté de cette préoccupation centrale, on va retrouver aussi des préoccupations, là encore, qui ont été vraiment et des propositions qui ont été mises en lumière très fortement par un rapport extrêmement structurant qui a été coordonné par Dominique Libault et qui a été rendu public dans le début de l'année 2019, qui s'appelle le rapport Grand Âge Autonomie. Ce sont des préoccupations autour de... ce sont des propositions autour de la capacité à accompagner le vieillissement à domicile. C'est ce que les Français souhaitent, qui nous disent avec constance, et ce qui doit être rendu possible dans la durée, y compris avec des niveaux de dépendance importants. On a aussi des enjeux autour de la diversification des accompagnements, des propositions, pour sortir d'une logique un peu binaire, maintien à domicile avec avec une capacité d'autonomie préservée ou EHPAD lorsque la dépendance s'installe, inventer des nouvelles formes d'accompagnement. Et puis, rendre beaucoup plus mobile et coordonner les différentes interventions, permettre le développement de centres ressources qui seraient en capacité donc, de se projeter au domicile, de conforter, d'outiller les professionnels. Dans le champ du handicap, je vois que l'heure passe, alors j'accélère un tout petit peu pour permettre un temps d'échange. Dans le champ du handicap, là encore, je dirais le monde de demain, me semble-t-il, devrait être marqué par la poursuite de tendances qui sont très fortes autour de la construction de notre société inclusive, donc la capacité d'un secteur à adapter ses accompagnements avec des réponses plus individualisées, qui s'adaptent mieux aux souhaits des personnes et puis qui permettent d'accompagner les personnes le plus possible dans le milieu ordinaire lorsqu'elles le souhaitent. Ce sont des tendances, je le disais, qui sont installées depuis un peu de temps déjà dans le secteur du handicap, portées très fortement par le gouvernement, la secrétaire d'État actuelle, et qui ont trouvé des modes d'illustration dans la situation de crise qui ont permis de dépasser un fonctionnement parfois du secteur en silo ou cloisonné, en sorte que les professionnels vraiment se coordonnent sur des bassins de vie, sur des bassins de territoire, pour éviter des ruptures dans les parcours, des ruptures d'accompagnement. Donc, nous sommes d'ores et déjà en train de réfléchir sur la manière dont nous pouvons tirer les enseignements de la crise et poursuivre en post-crise soutenir la pérennisation de réponses, en particulier pour lutter contre les ruptures de parcours où les personnes sans solution d'accompagnement, en capitalisant sur une coordination entre les professionnels à l'échelle du bassin de vie qui se sont mises en place pendant la période. Et puis, de manière très importante, je crois qu'un enjeu considérable qui s'ouvre devant nous et qui est parfaitement transversal au secteur de l'âge ou du handicap, c'est l'enjeu de la reconnaissance des professionnels. On a beaucoup parlé pendant la période de crise et les semaines écoulées de la question de la reconnaissance de ces métiers du soin, de ces métiers, de ces professions parfois invisibles ou peu valorisées, de ces personnels qui accompagnent les personnes à domicile, en établissement, avec des salaires qui sont faibles. La ministre El Khomri l'a pointé avec beaucoup de clarté dans un rapport qu'elle a remis à l'automne dernier à Agnès Buzyn. On a de très nombreux professionnels du secteur de l'âge qui sont en dessous du seuil de pauvreté, en cumulant des petits salaires et des métiers exercés à temps souvent partiel, notamment dans le champ du domicile. Ce sont des métiers dont l'utilité sociale est inversement proportionnelle
à leur reconnaissance et aux conditions salariales qui sont faites à ces professionnels, il est indispensable que cela soit modifié et que ces métiers soient mieux reconnus. C'est évident dans la période immédiate et c'est caractérisé notamment par les annonces récentes du gouvernement pour permettre aux professionnels de l'ensemble du secteur médico-social de bénéficier de primes qui marqueront la reconnaissance pour leur engagement. Ce sont des professionnels qui ont pris des risques pendant la période. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a énormément de dépistage qui se fait dans les EHPAD, puisque c'est aussi une condition de la sécurité des résidents que de pouvoir recourir davantage aux tests auprès des résidents, mais auprès des professionnels. On sait que ce sont des professionnels qui sont très touchés aussi par l'épidémie. Ils ont pris des risques parce qu'ils n'ont pas disposé aussi rapidement qu'ils l'auraient dû des matériels de protection, mais parce qu'ils ont fait le choix, malgré ces risques, de rester présents, de continuer à travailler, d'aller auprès des personnes. C'est un investissement qui témoigne de leur engagement extrêmement fort pour leur métier, du sens très fort qu'il a et qui doit, je le redis, être reconnu. D'abord pour aujourd'hui, pour ce qui a été fait, et pour demain, parce que ce sont des secteurs qui aujourd'hui sont en très forte tension. Il est difficile de trouver des professionnels et les besoins démographiques que j'ai rappelés font que nous aurons besoin de davantage de professionnels dans ces filières dans les années à venir. Voilà, que je pouvais vous partager. Alors Virginie Magnan, merci beaucoup pour cette présentation particulièrement éclairante qui a suscité beaucoup de questions auprès de nos participants et web auditeurs. Pour faire le lien avec ce dont vous parliez à l'instant, on a une question d'Anne-Claude sur les aides à domicile en particulier dans cette thématique de la reconnaissance des métiers du soin dont vous parliez, les aides à domicile qui, pour elles, sont les grandes oubliées de la gestion de la crise, aussi bien en termes d'équipements de protection qu'en termes de primes, vraisemblablement. Leur utilité a pourtant été prouvée. Qu'en est-il selon vous? Est-ce que la future loi grand âge va prévoir pour ces aides à domicile des dispositions particulières ou est-ce que selon vous d'autres leviers vont ou pourraient être mis en place, sachant que, et c'est l'intervention d'un autre participant sur ce même point, qui indique que ces mêmes personnels aides à domicile étaient également confinés et ont pu parfois refuser également de se déplacer, sachant que leur situation n'a pas été régulée par les ARS. Qu'en pensez-vous? Alors, intervention toutes deux parfaitement pertinentes et connaisseuses. D'abord, aide à domicile, oubliée de la crise, je ne le pense vraiment pas. Moi, je m'inscris complètement en faux contre cette assertion. Tant les ARS que les départements et globalement le gouvernement, même si voilà, le mot aide-soignante ou aide à domicile n'a peut-être pas été prononcé avec autant de clarté et le fait de saluer les soignants a pu être un grand tout englobant dans lequel il était difficile de retrouver une profession plutôt qu'un autre. Mais vraiment, clairement, le secteur de l'aide à domicile a été identifié comme un maillon indispensable de la période. J'ai évoqué les modifications des accompagnements de personnes handicapées pour accompagner le retour à domicile, j'allais dire, d'une personne handicapée, en complément éventuellement de l'accompagnement de la structure handicap spécialisée qui a modifié ses accompagnements. J'en ai parlé pendant mon intervention. Il était aussi parfois nécessaire de prévoir un accompagnement complémentaire pour des gestes de la vie quotidienne. C'est le secteur à domicile qu'on a été trouvé. J'ai parlé des hospitalisations et des sorties d'hospitalisation, des interventions indispensables auprès de personnes âgées qui ne pouvaient plus sortir, comment elles allaient faire leurs courses, le portage des repas. Tous ces éléments, d'ores et déjà très importants pour une personne âgée fragilisée, ont vu leur importance accrue dans la période et dans le risque d'isolement qui les concernait. Donc vraiment,
je pense que le secteur de l'aide à domicile, dont la reconnaissance de l'importance me semble réelle, j'allais dire, au quotidien, mais a vraiment été identifié comme indispensable pendant la période de crise. Alors oui, je regrette que les conditions dans lesquelles il sera possible de servir aux professionnels de l'aide à domicile une prime ne soient pas encore complètement clarifiées à l'heure actuelle, compte tenu du fait que des échanges sont en cours entre le gouvernement et les départements sur les modalités précises de rémunération, mais je pense vraiment qu'il ne devrait pas y avoir, qu'in fine, je le souhaite en tout cas, ces professionnels devront voir leur investissement reconnu. Ce qui est vrai, et je rejoins la deuxième intervention, c'est que pour autant, tous les professionnels de l'aide à domicile n'ont pas été mobilisés de la même manière et parfois, à la demande même des personnes ou de leurs familles qui étaient très inquiets de la situation sanitaire, des interventions ont pu être déprogrammées. Donc on s'est retrouvé avec un secteur qui a dû faire gérer en même temps des programmations d'intervention en nombre parfois assez conséquent sur les territoires parce que les personnes ou les familles avaient peur, j'allais dire très simplement, d'être exposées davantage à un risque épidémique en recevant des personnes chez elles, même si elles intervenaient pour les aider dans leur quotidien. Donc, on a eu une partie des interventions qui ont pu être déprogrammées, mais pour les personnes pour lesquelles l'intervention est vraiment déterminante, pour le portage des repas, pour les toilettes, etc., au contraire, très fréquemment, les services à domicile ont travaillé à reprogrammer et à développer leur intervention auprès des publics les plus fragiles, précisément pour adapter ces interventions à la crise. Donc, on a eu une situation contrastée, des déprogrammations dans certains cas, mais une intensification des accompagnements sur certains publics. Et donc, d'une certaine manière, on a là encore vu un secteur qui a été capable de souplesse et d'adaptation de son intervention. Cette agilité, j'allais dire, et cette capacité à adapter son intervention, qui est aujourd'hui pas facile compte tenu des outils techniques dont on dispose, et en particulier des plans d'aide qui sont des choses qui peuvent être figées. Je pense que ça doit nous servir de leçon dans la préparation du projet de loi pour pouvoir j'allais dire, construire un accompagnement des personnes à domicile plus souple, disposer d'instruments de financement de ces interventions plus adaptés, mais en tout état de cause, je ne vois pas que la loi qui est appelée de ses voeux ne soit pas d'abord une loi de l'accompagnement des personnes à domicile et donc qui permette de mettre fortement en avant ces professionnels et la manière dont elles doivent pouvoir mieux s'articuler aussi et mieux se coordonner avec les professionnels de santé. Alors, plusieurs questions qui vous sont posées concernant les EHPAD. Une première question qui est posée par Émilie. Comment expliquer que les personnes décédées en EHPAD n'aient pas été admises en réanimation à l'hôpital? Est-ce, selon vous, parce qu'elles n'auraient pas été en mesure de supporter les soins qui leur auraient été administrés, ou est-ce que c'est parce que ces personnes n'étaient clairement pas prioritaires du fait des tensions extrêmement fortes sur les capacités hospitalières? Je le dis aussi nettement que dans ma réponse à la personne qui s'interrogeait sur la reconnaissance du rôle des services d'aide à domicile. Donc, j'ai dit qu'il y avait eu une forte reconnaissance. Et de même, je dirais aussi nettement qu'il n'y a pas eu, vraiment pas, de discrimination dans les admissions dans les structures de santé des personnes, d'ailleurs aussi bien âgées qu'en situation de handicap. Je l'ai évoqué rapidement, s'agissant des décès de résidents d'établissements et de services médico-sociaux, donc de l'ordre de 12 000 décès, 9 000 en structure, un peu plus de 3 600 en établissement de santé. Donc les personnes ont été admises, j'allais dire, autant que nécessaire. Je pense vraiment que
les situations où il a été privilégié le maintien dans la structure sont des situations dans lesquelles les professionnels dans les établissements et services ont considéré qu'il n'était pas utile de faire courir, j'allais dire, un risque supplémentaire à la personne en l'extrayant, entre guillemets, de l'établissement médico-social de son EHPAD pour la mettre en établissement de santé avec la lourdeur des interventions associées à cette admission en centre de réanimation et avec les risques iatrogéniques qui sont aussi souvent liés à un passage en établissement de santé pour une personne âgée très dépendante. Donc, les agences régionales de santé, les établissements de santé, les EHPAD ont été tous destinataires de consignes très claires sur la manière de permettre aux EHPAD de faire appel à l'expertise renforcée des secteurs santé chaque fois que nécessaire. On a mis en place une mobilisation accrue de ce qu'on appelle l'hospitalisation à domicile, donc des soins experts de type correspondant à ceux qui pourraient être prodigués dans un établissement de santé, mobilisés dans un EHPAD. On a vu aussi se renforcer les coopérations avec les équipes de soins palliatifs qui ont du mal à sortir des hôpitaux, qui sont sortis des hôpitaux pour aller dans les EHPAD. Donc, il a été fait systématiquement la balance entre la situation de la personne, sa capacité à subir des interventions très invasives, la capacité à prodiguer des soins de niveau équivalent dans la structure, y compris en mobilisant donc, des ressources extérieures à l'établissement. Voilà, les décisions ont été prises au cas par cas. Émilie connaît, je pense, Antoine Perrin, le directeur général de la FEAP, qui a pu témoigner du décès de son propre père du Covid, accompagné dans un EHPAD jusqu'au bout, et de la décision collective de la famille et de l'équipe pendant la période pour privilégier donc, cet accompagnement jusqu'au bout dans l'EHPAD parce que c'était la situation à la fois de soins et d'accompagnement la plus adaptée pour cette personne âgée de plus de 90 ans. Alors, on a une question également qui nous est posée par Jean-Luc, et je vais y joindre une question qui nous est posée par Marie. Jean-Luc nous indique que 9000 personnes sont décédées en EHPAD sans voir leurs proches. Nous avons fait prévaloir la distanciation sociale sur la distanciation physique. Est-ce que c'était le bon parti pris? Est-ce que des aménagements auraient été possibles? Et je rebondis sur la deuxième question de Marie qui, d'une certaine façon, est liée. Vous indiquiez tout à l'heure qu'il fallait désormais investir sur la prévention. Des ateliers de prévention qui vont pouvoir être mis en place à distance, donc on revient du mode opérationnel ou opératoire à distance. Est-ce là encore la bonne formule? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces deux aspects? Alors, c'est tout à fait vrai, ce sont les chiffres issus des établissements médico-sociaux eux-mêmes et qu'il y a eu donc quelques 9000 décès en structure, dont une très grande majorité en EHPAD. Ce sont des chiffres qui agglomèrent plusieurs types de structures, hein, donc tous n'ont pas eu lieu, 100% n'ont pas eu lieu en EHPAD, mais un très grand nombre ont eu lieu en EHPAD. Donc, le chiffre est vrai. Dire qu'ils ont tous eu lieu sans accompagnement et sans présence des familles, ça me semble un raccourci un peu rapide. Je ne dispose pas des chiffres, je ne sais pas si on en disposera un jour d'ailleurs, relatifs à la manière dont les personnes âgées concernées ont pu être accompagnées dans leurs derniers instants de vie. Et dont les familles ont pu… Pardon, Virginie Magnan. Jean-Luc précisait bien que c'était souvent, souvent sans la présence de leurs proches. Oui, ça a été des situations extrêmement douloureuses et difficiles.
On peut aussi s'interroger sur le fait de permettre aux familles d'être présentes dans la structure, mais par exemple en leur imposant de ne pas toucher la personne âgée. Enfin, honnêtement, c'est souvent les gestes de fin de vie, ça passe par la personne n'est pas complètement consciente, ça passe par une pression amicale sur la main, par voilà, cette présence physique. Je pense que ça a été très douloureux pour tous, pour les familles, pour les professionnels eux-mêmes qui sont extrêmement sensibles à ces enjeux, que de devoir voilà, accompagner les personnes avec ces conditions de sécurité sanitaire extrêmement lourdes. Je peux pas, je dirais, partager autre chose que la très grande difficulté de la période. Et je pense que l'ensemble des professionnels, vous m'entendez encore? Oui, oui, parfaitement. Ok. Voilà, on recherchait voilà, la manière le plus possible de permettre aux familles d'être présentes en tenant compte des circonstances. Voilà, là où je rejoins la personne qui me questionne, c'est sur la difficulté que ça a représenté. Nous proposons, la CNSA a lancé là en début du mois un appel à projet pour essayer de tirer, enfin d'identifier, de faire un retour d'expérience sur ce qui a pu être vécu pendant la crise. Nous avons un des axes de cet appel à projet qui justement vise à identifier la manière dont les structures ont pu proposer le maintien du lien. Donc moi, j'espère que voilà, les structures pourront faire remonter des histoires, je dirais, des situations singulières qui montreront qu'il aura été possible d'accompagner en humanité les personnes âgées qui se sont éteintes pendant cette période le mieux possible. Il y avait une autre question sur la prévention et les actions de prévention à distance. Oui. Alors, la prévention, c'est un sujet, j'allais dire, de court, de moyen et de long terme. Donc, j'espère bien qu'on aura trouvé un vaccin et qu'on pourra faire de la prévention en présentiel rapidement. La prévention, ça passe par un tas de choses. D'abord, la lutte contre l'isolement, parce que le premier ennemi de la vieillesse et de la dépendance, c'est l'isolement social. Et donc, c'est en ça que toutes les actions à distance, les plateformes d'appel très nombreuses qui ont été mises en place, le travail des plateformes Croix-Rouge, des petits frères des pauvres, enfin, l'élan de bénévolat, d'aller vers les personnes, y compris par un simple coup de fil, a été déterminant. Et donc ça a pu se mettre en place à distance. Ça devrait pouvoir perdurer. Après, il y a tout ce qui est le travail sur l'activité physique, le maintien d'une forme d'agilité, la mobilisation de cours, de gymnastique adaptée, etc., activités sportives adaptées. Voilà, on voit aussi des choses se mettre en place en distanciel, aussi bien d'ailleurs pour les personnes âgées qui peuvent être accompagnées en EHPAD que pour des personnes âgées pas du tout en EHPAD, qui sont à domicile, mais pour lesquelles le regroupement n'était pas possible sur les semaines récentes. Donc, il y a des actions collectives qui ont pu se mettre en place avec des outils comme celui que nous utilisons ce soir. Bon, objectivement, je pense que tout le monde a envie sur ce type d'intervention d'être en capacité de les réaliser le plus possible en présentiel, le plus rapidement possible. Mais je dirais que moi, j'ai un département qui me disait que ces cours de, je ne sais plus quoi, Tai Chi ou Qigong pour les plus de 65 ans qui étaient proposés dans le cadre d'une action financée par la conférence des financeurs marché du tonnerre depuis le début du confinement et que les personnes âgées étaient beaucoup plus assidues. Donc, il y a peut-être des publics pour lesquels le distanciel aura aussi bien fonctionné. Oui, alors justement, avant de prendre la toute dernière question en termes de coordination entre professionnels, de bonnes pratiques et d'outils au service des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, je tiens
à souligner les interventions très pertinentes et les questions de Cédric Paris qui contribue à animer ce débat ce soir également. Cédric qui est président du groupement des animateurs en gérontologie, qui a mis ses outils au service des animateurs d'EHPAD, grâce également au financement de la CNSA. Et c'est un autre sujet qui vous sollicite également pour aller plus loin encore dans les actions que vous menez en étroite collaboration avec le gouvernement. Une toute dernière question, parce qu'on est déjà arrivé au terme de l'heure qui nous était impartie. Une toute dernière question, est-ce que la CNSA prévoit de mettre en place une étude comparative des différents types d'accompagnement qui ont été mis en place par les autres pays européens, voire extra-européens, pendant la période de crise? À ce stade, non. À ce stade, non, mais c'est une suggestion qui est intéressante et à laquelle consécutivement nous allons réfléchir. Nous soutenons beaucoup les approches comparatives pour des chercheurs, mais aussi pour les professionnels, pour les structures gestionnaires. Nous avons financé par le passé assez régulièrement des voyages d'études, donc pour que des professionnels qui accompagnent des personnes âgées ou en situation de handicap puissent se rendre à l'étranger eux-mêmes et voir eux-mêmes dans le cadre de voyages d'études comment ça se passe et en rendre compte et partagent ensuite ces retours et cette approche comparative. D'ailleurs, nous avions prévu de le faire sur l'année en cours en proposant au secteur, les professionnels du secteur de l'aide à domicile d'aller voir ailleurs comment font nos voisins européens. Ça sera repoussé à l'année prochaine et nos efforts de soutien à l'innovation vont être tout entiers consacrés au retour d'expérience. Mais pourquoi pas, ce sera intéressant effectivement d'aller regarder comment nos voisins peut-être proches européens ont pu répondre et leurs professionnels ont pu être mobilisés pour diversifier leurs accompagnements et répondre aux besoins des personnes pendant cette période. Je retiens la suggestion. Bien, Virginie Magnan, chère alumna, je le précise, vous êtes une diplômée de Sciences Po comme chacune et chacun d'entre nous. Mille merci, très sincèrement, très chaleureusement d'avoir accepté cette invitation. Merci pour la clarté, la transparence et l'honnêteté de vos propos. Nous vous réinviterons avec plaisir dans quelques mois pour faire un bilan de la situation post-confinement. D'ici là, que nos meilleurs vœux de bonne santé vous accompagnent dans votre mission au quotidien et au service de nos compatriotes et amis qui sont en situation de perte d'autonomie, qu'il s'agisse de personnes âgées ou de personnes en situation de handicap. Merci en tout cas pour ces actions que vous menez. Chers alumni, chers auditeurs, merci à vous pour votre présence ce soir et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine webconférence de Sciences Po Alumni. Bonsoir à toutes et à tous et merci encore Virginie Magnan, à très bientôt. Merci beaucoup, très bonne soirée. Bonne soirée à tous, au revoir.